C'est le jour J chez les Républicains. Est-ce que les constructifs, ceux qui sont partis près de Macron, les félons comme on les appelle chez rue de Vaugirard, est-ce qu'ils vont être exclus, virés? On va parler de ça avec Hugues Rançon, qui est député La République En Marche et vice-président de l'Assemblée nationale, député de Paris. Hugues Rançon, bonjour. Bonjour. Est-ce que les constructifs, donc, c'est quelques personnes, certains sont au gouvernement, d'autres siègent à l'Assemblée nationale, donc ce sont des gens qui sont issus des rangs des Républicains, est-ce qu'ils sont un atout pour Emmanuel Macron ? Je ne sais pas s'ils sont un atout, ils sont en tout cas dans une position intéressante. Ouais. Et en réalité, ce qui compte, c'est de voir que ce qui s'est passé l'année dernière, la recomposition politique, on n'en a pas encore fini. On n'a pas tiré tous les enseignements de ce qui s'est passé l'année dernière et que Emmanuel Macron a réussi à dynamiter le paysage politique traditionnel et à considérer qu'en réalité, dans ce pays, il y avait trois grandes familles politiques. Lesquelles ? La droite, conservatrice, de plus en plus conservatrice, et nous y viendrons, je n'en doute pas. La gauche qui se radicalise et qui se replie derrière des vieilles lubies. Et puis nous avons un espace central qui se veut résolument progressiste, européen, qui croit évidemment que les richesses doivent être redistribuées, qui croit en la justice sociale, mais qui veut au préalable créer ces richesses. Alors restons sur les constructifs. Les constructifs, ils sont à l'Assemblée nationale, ils ont un groupe. Est-ce que par ailleurs, ils doivent créer un parti ? Ou est-ce qu'ils doivent rejoindre La République En Marche ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas à moi d'en décider. Je ne suis pas constructif. Et moi, j'ai franchi ce cap-là bien avant les primaires l'année dernière. Parce que vous êtes Chiracien à l'origine. Moi, j'étais collaborateur, conseiller de Jacques Chirac pendant 10 ans. Et j'ai rejoint Emmanuel Macron dès qu'il a démissionné du gouvernement, considérant précisément qu'il fallait que les Français n'en pouvaient plus de cette vie politique de professionnels qui se passaient les plats d'année en année et qui, au fond, mettaient les vrais sujets, les problématiques des Français auxquels les Français sont confrontés, l'emploi, l'Europe, le pouvoir d'achat. Les constructifs, est-ce qu'ils doivent faire un parti ? Ce n'est pas à moi, cher Yves Tréhard, d'en décider. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de constructifs sont assez proches de la majorité. Alors vous les appelez à venir à La République En Marche ? Je crois qu'en tout cas, il y a des passerelles qu'il faut essayer de trouver, puisque sur le fond des sujets, et on l'a vu sur le budget, on l'a vu sur la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on le voit sur les questions de fiscalité, de pouvoir d'achat, c'est des politiques qui appellent plutôt aux responsabilités et qui essayent justement d'avoir un discours responsable. Ça peut être un handicap quand même pour Édouard Philippe, le Premier ministre, qui lui est issu justement de ce mouvement, de ne pas avoir un parti sur lequel se reposer, puisque lui, il n'est pas à La République En Marche. Aujourd'hui, c'est le chef du gouvernement. Vous savez, avec Emmanuel Macron, on revient à une lecture assez traditionnelle de l'institution de la République, avec un président de la République qui fixe le cap, qui donne c'est votre chef aussi à vous ? Mais c'est évidemment mon chef, bien sûr. Bon, c'est le chef de l'État. Alors il est votre chef, mais il est quand même inscrit aux Républicains. Édouard Philippe, c'est le chef du gouvernement. À ce titre, dans la tradition de la Ve République, il pilote l'action du gouvernement. Il a la confiance de la majorité parlementaire. Alors pour les Républicains, pour Florence Portelli, vous savez, la maire de Taverny, ce sont des gens, en tous les cas, qui ont peu de valeur morale. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, et je crois que la politique... Les félons dont je parlais. La politique doit justement essayer d'éviter ce type de petites phrases qui n'intéressent en réalité personne. Ce qui est intéressant sur le fond, c'est de voir que la droite, aujourd'hui, fait face à un double mouvement, à un rétrécissement idéologique et à un durcissement dans ses prises de position. Aujourd'hui, la droite, telle qu'elle est portée par... C'est pas vous, la droite ? Non, ce n'est pas moi, puisque je vous ai dit que nous étions progressistes. En tout cas, nous sommes face à un phénomène nouveau qui est que la droite se replie derrière des thèses identitaires, sécuritaires, qui sont celles en réalité du Parti conservateur américain autour des Tea Party. C'est une évolution qu'on peut déplorer, en tout cas. Les Républicains ont raison de les exclure, de vouloir les exclure. Je crois qu'ils sont aujourd'hui dans une logique de purge. Ils essayent de couper des têtes. Et quand certains essayent de couper des têtes, nous, auprès d'Emmanuel Macron, nous avons une logique différente, qui est celle de rassembler largement et donc de dépasser... Là-bas, c'est Robespierre. Les vieilles familles politiques et les vieux blocages idéologiques. Vous savez, ces blocages qui font que le pays n'a jamais été réformé. D'accord. Alors, vous dites que la droite se raidit, mais pourtant, moi, j'ai entendu, mais je peux me tromper, que vous étiez derrière le président des riches. Non, alors ça sont des...
cher Yves Tréhard. Il va réussir à s'en défaire de des formules cette creuses, étiquette. ce sont des slogans et c'est le jeu politique. La vérité est tout autre. Ce budget et ce projet de... Il vous convient ce budget dans sa totalité? Me convient. Je l'ai voté en tout cas pour la première partie, en première lecture. Et nous avons le pendant du PLF, qui est le PLFSS qui débute dans la discussion. Avec les petits aménagements pour les signes ostentatoires. Le président des riches, aujourd'hui, c'est une formule creuse. Aujourd'hui, la taxe d'habitation va baisser, les cotisations salariales vont baisser, les minima sociaux sont augmentés. Et puis, au-delà des réformes budgétaires, il y a des mesures très fortes, celles notamment concernant l'éducation, le dédoublement des classes dans les zones d'éducation prioritaire. Voilà une mesure très forte qui pourrait être un marqueur de gauche. Par ailleurs, quartier populaire, éducation, émancipation. La popularité de votre président, elle est plus forte chez les gens de droite que chez les gens de gauche. Je regarde peu, cher Yves Tréhard, les courbes de popularité. C'est sur les résultats que nous serons jugés. On a l'impression que c'est plutôt un président qui plaît plus à la droite qu'à la gauche. C'est un président, en tout cas, dont aujourd'hui les Français considèrent qu'il applique le programme pour lequel il a été élu. Et c'est peut-être ça. La nouveauté en 2017, c'est d'appliquer ses promesses électorales. Vous êtes satisfait des quelques aménagements qui ont été portés sur les signes extérieurs de richesse? Je suis tout à fait satisfait, puisque la logique, et le président de la République l'a annoncé sur TF1 la semaine dernière, il y a une logique économique qui consiste justement à revoir la fiscalité en France pour faire en sorte que l'investissement productif soit encouragé et que notre pays redevienne enfin attractif. On a compris. Pourquoi ? Parce que le seul enjeu aujourd'hui qui est sur la table, c'est la lutte contre le chômage de masse. On a compris que vous étiez il faut pouvoir 400% derrière le président de la République. Quel est l'opposant où est l'opposition au président de la République aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, on vit un moment assez nouveau dans la vie politique de la Ve République, et on le voit à l'Assemblée nationale. Vous avez 5 oppositions très différentes. Alors, Le Pen, Mélenchon... La France Insoumise, qui est un groupe. Les communistes qui ne sont pas avec la France Insoumise, la Nouvelle Gauche, vous avez les Républicains, et vous avez les Constructifs, vous en parliez, qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale considérés comme un groupe d'opposition. Et puis on a ce petit groupe de non-inscrits. Ah, vous faites un groupe d'opposition des Constructifs? Je dis juste qu'aujourd'hui, les Constructifs ont dit dans leur déclaration qu'ils étaient dans l'opposition. Il y a donc une opposition protéiforme au président de la République. Et il y a plusieurs sources d'opposition. Vous voyez, sur la loi sur la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, on a été sous le feu nourri de deux côtés. D'abord, les insoumis, en effet, qui nous accusaient d'être évidemment liberticides, quand Éric Ciotti et Guillaume Larrivé nous disaient de l'autre côté que nous étions évidemment trop laxistes. Je crois en réalité que quand nous sommes sous le feu nourri de ces deux propres camps, on peut être dans la voie de l'équilibre. Parlez-moi de votre ancienne famille politique. Les Républicains, s'ils se donnent comme président Wauquiez, c'est quel signal pour vous? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le signal du rétrécissement. Je pense qu'aujourd'hui... Mais il n'a rien dit encore, Laurent Wauquiez nous a dit quelque chose. Il nous a dit que son programme était de faire de la droite une vraie droite. Concrètement, je ne sais pas... Ça paraît un peu normal, non? Je ne sais pas ce que ça veut dire, puisque les réformes, beaucoup de réformes qui ont été à un moment portées par cette famille politique, n'ont pas forcément été soutenues par les parlementaires. Jacques Chirac n'était pas de la vraie droite? Jacques Chirac a été un homme politique qui a marqué l'histoire de la Ve République, qui a quitté la présidence de la République en 2007. Mais c'était la vraie droite, Jacques Chirac? C'était pas la vraie droite? Changé, mais Jacques Chirac, c'est une droite gaulliste, humaniste, sociale. Wauquiez n'est pas ça? Non, à l'évidence. Pourtant, il vient de l'humanisme, il a été élevé au biberon de Laurent de Jacques Wauquiez, Barrault. aujourd'hui, et je ne le combats pas pour ce qu'il est, je combats ses positions et je combats ce qu'il porte comme projet pour la France. C'est un projet de peur, de repli, de rétrécissement. La question identitaire... Ultra-conservateur, je vous ai fait tout à l'heure. Ultra-réactionnaire, je vous ai fait tout à l'heure. Ultra-réactionnaire. Je vous ai fait tout à l'heure. Vous avez pris le langage de gauche, là, vous. Cette comparaison avec le Parti républicain américain et les petits partis qui gravitent autour du Parti républicain aux États-Unis. Je crains que nous soyons aujourd'hui dans cette dérive et dans cette évolution avec une place qui est faite à sens commun, dont je ne considère pas que ce soit... J'ai repris, cher Yves Tréhard, les propos d'Éric Ciotti ce week-end, qui considérait qu'évidemment, sens commun avait toute sa place. Ils sont minoritaires à l'intérieur des Républicains. Je ne sais pas s'ils sont minoritaires et on verra si ce soir on n'exclut plus facilement des Républicains les constructifs que les membres de Sens commun. Alors, La République en marche, alors on dit qu'on cherche des têtes, on cherche des leaders. Qui est-ce qui va prendre le parti? Vous êtes candidat? Je ne suis évidemment pas candidat. Le sujet aujourd'hui de La République en marche, c'est un sujet justement de transformation. Notre mouvement politique était à l'origine un mouvement citoyen, transversal, collaboratif, participatif. Maintenant, il y a Jupiter au-dessus. Il a, justement, à faire face aujourd'hui au défi de l'institutionnalisation. Son président fondateur est devenu président de la République. Et vous avez plus de 300 parlementaires qui ont été élus. Et donc, le défi, c'est de réussir cette transition. À la fois l'institutionnalisation du mouvement
et puis garder cette promesse initiale, originelle, Ouais. de collaboratif, de participatif, Pas évident, hein. et de renouvellement Qui des pour têtes. diriger Qui pour Et diriger de renouvellement, ce n'est pas à moi de décider, on verra quels sont les candidats. On Moi, parle, je vous dis on quels parle sont, de monsieur Benjamin Griveaux. je vous dis quelles sont les cases à On remplir. parle du grand son, Non, on ne parle pas du tout du grand son sur la tête du parti. Richard Ferrand donc a été complètement mis hors de cause, son dossier a été classé sans suite. Est-ce qu'il a repris en main le groupe? Là, il était assez critiqué. Non, Richard Ferrand est un président du groupe qui a assumé justement cette responsabilité depuis le début avec beaucoup de panache. Oui. Il a traversé des moments difficiles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la bonne personne au bon endroit. Ouais. C'est quelqu'un qui réussit justement à Il manager est fédérateur. 300 députés qui découvrent aussi la vie parlementaire, qui D'accord. ont beaucoup d'atouts, beaucoup d'expertise dans des domaines précis de la vie sociale et économique de la France. C'est pas à moi de décider s'il faut remplacer. Je vous dis aujourd'hui qu'il est président du groupe et que c'est un très bon président. Si jamais il était nommé au gouvernement, ou qu'il revenait au gouvernement, plus exactement. Je fais rarement de politique fiction. Vous Je seriez dis président. aujourd'hui, Vous Richard seriez Ferrand candidat est président du groupe et D'accord. que c'est un très bon président. Alors, on dit, vous savez, on dit beaucoup de choses. Il y a des élections municipales en 2020. Vous êtes député de Paris, ça vous est pas complètement étranger, ce qui va se passer à Paris. On regarde évidemment ça avec beaucoup d'attention. Est-ce que vous pourriez être le candidat? Non, j'ai lu ici ou là des spéculations médiatiques qui n'ont évidemment aucune raison d'être. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a été élu, et que j'ai été élu comme les autres, il y a 4 mois. Vous me parlez aujourd'hui d'élections qui ont lieu dans 3 ans, peut-être même dans 4 ans, si j'en crois ce que je lis dans certains de vos articles. Aujourd'hui, voilà, le sujet, c'est de pouvoir assumer ses responsabilités, c'est de pouvoir être au travail, c'est de pouvoir voter des projets de transformation qui vont changer radicalement la vie des Français. C'est là-dessus qu'on a été changé. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron sur son projet de Grand Paris, qui consiste à réunir Paris et les départements de la Petite Couronne? Évidemment, le Grand Paris. Et on revient finalement avant Paul de Louvrier avec la Seine et l'Oise, quoi. Le Grand Paris, c'est évidemment un projet d'envergure qui permettra justement à la métropole de s'organiser. Ce qui compte sur la question du Grand Paris, c'est de ne pas... Mais on empile alors, on fait Paris. C'est précisément, vous avez la mauvaise approche, permettez-moi de vous le dire. On n'est pas sur un sujet institutionnel pour savoir quelle est la collectivité qui va disparaître ou quelle est celle qui va prendre la compétence à l'autre. Le sujet du Grand Paris, c'est de savoir quel est le meilleur niveau administratif et politique pour donner des réponses concrètes aux Français, aux Franciliens, aux Parisiens, en matière de mobilité, de transport, de propreté. Pardon de vous le dire, mais là encore, c'est sur ces sujets-là qu'on sera jugé, c'est sur le quotidien des Français et les réponses originelles et originales que nous apportons. Vous allez vider l'Île-de-France de toutes ses ressources, puisque le Grand Paris, c'est justement le bassin, je veux dire, économique très dynamique. Et autour, il y aura la campagne avec le Val d'Oise, avec la Seine-et-Marne. Vous me parlez institution quand je vous parle projet. Oui, et je crois qu'il est important de définir les bons niveaux de responsabilité et de compétences. Vous êtes conceptuel, moi je suis par rapport sur le terrain. Projet. Non, je ne suis pas conceptuel. Je vous dis précisément quel est le bon niveau de décision par rapport aux problématiques de transport, par rapport aux problématiques de propreté, par rapport aux problématiques de logement qui sont si importantes, on le voit. Vous aurez votre mot à dire là-dessus? On aura, en tant que parlementaire, en règle générale, notre mot à dire. Et parlementaires parisiens, évidemment, nous y réfléchissons. Voilà, et bien maintenant, nous allons poser vos questions, chers internautes, avec l'impressionnant Jean-Baptiste Semerjian qui va nous rejoindre dans ces studios. Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Granson. Bonjour. Une première question d'Albert qui voudrait savoir en quoi consiste exactement votre poste de vice-président de l'Assemblée nationale. Et Albert vous demande un peu plus trivial, est-ce que ça gagne plus ? Alors, je vais vous répondre très très franchement là-dessus. Le poste de vice-président de l'Assemblée nationale, nous sommes 6. C'est censé représenter, dans les conditions qu'on a connues, ce n'était pas encore le cas, mais ce sera le cas à partir de la semaine prochaine. Les vice-présidents, ils supplient le président, donc pour présider les séances à l'Assemblée nationale. Président qui est François de Rugy, il faut le dire. François de Rugy, évidemment avec une façon particulière de mener les débats pour faire vivre le pluralisme, la diversité des opinions dans l'hémicycle. Et puis chaque vice-président a une délégation. En ce qui me concerne, je m'occupe de toutes les questions liées à la communication de l'Assemblée nationale, aux événements organisés dans l'événement de l'Assemblée nationale. Et sur la question, évidemment, nous avons une dotation supplémentaire qui est à peu près 2 000 € brut par mois. Solène rappelle que vous avez travaillé chez EDF. Tout à fait. Et elle voudrait savoir quel est votre avis sur le nucléaire. Et au-delà de ça, une question que j'ajoute, François de Rugy était vert. Est-ce que ça se passe bien entre vous et lui ? Alors j'ai en effet rejoint EDF en 2012. Je suis depuis que j'ai été élu, j'ai dirigé la fondation EDF, qui est une fondation d'entreprise qui soutient des projets dans le domaine de la solidarité et dans le domaine du progrès, qui organise aussi des expositions rue Récamier, et je vous invite à aller voir. C'est toujours des expositions de grande qualité. Aujourd'hui, moi, j'ai souhaité évidemment être en suspension de contrat de travail. Je n'ai plus d'activité chez EDF et précisément
précisément je ne suis plus rémunéré par EDF, parce que je crois qu'il est important qu'on ne soit pas suspect de quelque activité que ce soit. Vous êtes pro nucléaire? Ensuite, sur le sujet nucléaire, non, je suis pour la transition énergétique. Je crois qu'aujourd'hui, elle a été portée, elle a d'ailleurs été initiée à l'occasion du dernier mandat, celui de François Hollande. Elle est aujourd'hui portée avec beaucoup de force par Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est réaliste, cette transition? Je crois qu'elle est réaliste. Je crois qu'en tout cas, il faut essayer que le modèle français le mix énergétique puisse se diversifier et qu'on soit un modèle en matière de transition énergétique. Pourquoi? Parce qu'au-delà des dogmes, il s'agit de l'avenir de la planète et que là-dessus, la France doit considérer que la transition énergétique, c'est à la fois essentiel pour l'avenir de la planète, mais aussi que c'est un levier de croissance. Je crois en la croissance verte, je crois dans les énergies renouvelables. Vous savez, je suis allé avec Sébastien Lecornu récemment à Saint-Nazaire pour l'inauguration d'une éolienne flottante. Voilà un projet absolument formidable, industriel, européen, où la France est en pointe et qui permet justement d'être en pointe et en initiative sur les questions de transition énergétique. Ça va marcher, les éoliennes flottantes? Je le crois. En tout cas, de ce que j'en ai vu à Saint-Nazaire et sur place, c'est un projet qui a beaucoup d'avenir. Question. Jacqueline s'énerve sur le chat en trouvant que toute la fiscalité est contre les classes moyennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Alors j'aimerais rassurer Jacqueline pour qu'elle ne tombe pas justement dans le slogan qui a été relayé ici ou là. Aujourd'hui, la taxe d'habitation, les minima sociaux, la baisse des cotisations salariales sur la maladie ou le chômage, c'est précisément des mesures qui sont destinées à la classe moyenne. Ce que je veux dire aujourd'hui à Jacqueline, comme à tout le monde, c'est que nous avons une priorité, c'est la lutte contre le chômage de masse. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que les gens puissent travailler et qu'ils puissent vivre mieux de leur travail. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'avancer un vrai chantier de réforme en profondeur, majeure. Il y a eu les ordonnances sur le dialogue social. Il va y avoir les discussions sur la réforme de l'assurance chômage, sur la formation, sur l'apprentissage, sur les retraites. C'est un package global qui, in fine, donnera des résultats. Vous savez, il y a eu cette enquête qui a été publiée hier, comme quoi les mesures annoncées et mises en place par cette majorité pouvaient apporter à la France 1 à 1,5 point de croissance supplémentaire et 200 à 300 000 emplois créés. C'est aujourd'hui notre conviction et nous allons travailler corps et âme pour avoir des résultats probants en la matière. Hugo rappelle que vous avez été conseiller de Jacques Chirac. Tout à fait. Et vous demande, souhaitez-vous suivre le destin de Jacques Chirac et devenir maire puis président? Je n'ai aucun destin, aucune ambition personnelle. J'ai beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration pour Jacques Chirac. Vous continuez à le voir? Je continue à avoir de ses nouvelles, je le vois moins régulièrement, mais c'est évidemment une personnalité majeure pour l'histoire de la vie politique en France, et c'est une personnalité pour laquelle j'ai beaucoup d'affection et une vraie fidélité. Il y a du Chirac chez Macron? Il y a évidemment beaucoup de Chirac chez Macron. C'est à la fois l'audace d'avoir quitté le gouvernement pour créer une initiative politique nouvelle, ce que Chirac avait fait en quittant le gouvernement en 1976, et puis il y a l'empathie. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui va au contact, qui a envie de sentir les gens, d'avoir justement cette poignée de main, pas uniquement pour avoir une poignée de main, mais pour, dans la profondeur du regard, ressentir. Quand on compare et qu'on voit justement ce qui s'est passé il y a quelques 40 ans avec Giscard d'Estaing, on se dit que Macron, il est plus proche de Giscard d'Estaing que de Écoutez, Chirac, on a dit d'Emmanuel Macron qu'il était le fils de François Hollande, qu'il ressemblait peut-être à Giscard par son âge, qu'il avait des premiers pas dans la cour du Louvre très mitterrandien, qu'il était parfois un peu sarkozyste dans l'attitude. Je vous dis qu'il est chiracien. Au fond, Emmanuel Macron, ça reste Emmanuel Macron. Vous avez oublié Louis-Philippe aussi. Son originalité, il a son message à adresser à la France. Et Guizot. Et il a surtout une spécificité, c'est qu'il a 39 ans, qu'il n'est pas là pour faire une carrière politique, il est là pour avoir des résultats. Et nous sommes là pour avoir des résultats, évidemment, Yves Traire. Voilà, c'était les réponses du Grand Son à vos questions, chers internautes. Merci Jean-Baptiste Semerjian, vous avez fait l'écho de ces questions. Merci Hugues Grand Son. Merci à vous. Vous êtes prêté à l'exercice et puis à demain pour de nouvelles aventures.